comment l'humanité préserve sa planète fragile et se préserve elle-même de sa propre inhumanité. Comment est-ce qu'on passe de sociétés capitalistes inégalitaires à des sociétés permettant des transitions plus solidaires ? Le CRID, c'est un réseau d'associations françaises qui travaillent dans le domaine de la solidarité internationale. C'est un des premiers réseaux qui a été créé en France. Une seule planète va être un programme, c'est-à-dire toute une série d'activités qui sont portées par le CRID pour arriver à certains objectifs. Ceux de produire de la réflexion et des outils pour les associations sur les questions de transition. On a décidé de vraiment poser les questions du lien entre ces mouvements, surtout français, souvent localistes, qui sont les mouvements de la transition, et les mouvements de solidarité internationale. Le but était de les rassembler pour leur permettre d'échanger sur comment est-ce que les mouvements de solidarité internationale peuvent construire une stratégie commune avec ces mouvements de la transition. Je vais vous donner un peu des thématiques d'action, des organisations qui sont là, et je vais vous dire de vous positionner en fonction de ces thématiques-là. Jessica, CCFD. Marie, du Croisier Occitanie. Maya, Assemblée des communs de Lille. Sacha, Ingénieurs sans frontières. Mes attentes sur la journée, c'était de voir les pratiques, de voir les réflexions en cours sur le changement d'échelle entre alternatives locales et vision plus globale. Une alternative, pour moi, c'est le fait de se mettre ensemble pour rechercher des solutions et résoudre un problème. Ce sont des pratiques différentes qui ont pour objectif de mettre une autre société en place. Une alternative pour vivre mieux, une alternative pour consommer mieux. C'est une alternative qui n'est pas encore la norme dans le système actuel, mais en tout cas qui permettrait de répondre à cette crise. Bien évidemment que la question des transitions se pose à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, la question des alternatives, puisqu'on parle aussi des alternatives, elle existe depuis très très longtemps dans beaucoup de pays du monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, où les gens expérimentent des projets ensemble. Aujourd'hui, en France, on a 2000 AMAP, ce qui représente 250 000 personnes qui participent à ce mouvement. Si on parle de l'habitat coopératif, dans de nombreux pays, ça se développe. En Norvège, on a 650 000 personnes qui sont concernées par l'habitat coopératif. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement profond, vaste, qui s'ancre en France et ailleurs. Au moment même où Donald Trump retirait les États-Unis de l'accord de Paris, on avait le retour de Thomas Pesquet de l'espace et les photos magnifiques de la Terre vue de l'espace. On voit bien qu'un Donald Trump et tout ce qu'il représente est complètement du côté de l'ancien monde, alors que du côté du nouveau monde, on est dans ce qui était le thème du colloque organisé par le CRID, qui n'est pas simplement la solidarité internationale, mais une seule planète. C'est-à-dire, nous sommes tous de ce pays qui est ce pays de la Terre, de ce peuple de la Terre. L'élection de Donald Trump, le Brexit, les crises qui se succèdent en Europe dessinent un monde qui est relativement inquiétant. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de repli identitaire ou finalement le rapport au monde de nos sociétés n'est-il pas simplement en train de changer? Je reprends volontiers la phrase de Mathieu Ricard, il est trop tard pour être pessimiste. On a d'autant plus besoin de mobiliser les énergies créatives que la situation peut être grave. Nous sommes dans une explosion du monde, avec des aspects extrêmement négatifs et des aspects très positifs. La révolution des droits des femmes, c'est quelque chose qui transforme des rapports sociaux millénaires. Ce que l'on vit au niveau des migrations, etc., c'est un bouleversement total. Et donc on est face à toute une série de transformations qu'on est en train de vivre. Donc elles angoissent, évidemment. On peut y répondre au niveau local.
Et il faut y répondre au niveau local. Mais on ne peut pas y répondre qu'au niveau local. Il faut justement articuler des réponses à l'ensemble des niveaux. En préparant Amélie, on avait évoqué la campagne TAFTA notamment, qui articulait un local et un global. Le fait de poser la question sur des accords qui sont en fait des accords avec des pays du Nord nous a permis d'élargir la discussion et de questionner le modèle de commerce international aujourd'hui jusque dans les territoires, en essayant de montrer comment ça avait concrètement de l'impact dans la vie quotidienne des gens sur la restauration collective et la qualité de la bouffe des enfants, des personnes dans les maisons de retraite. Partout dans le monde, on se sent relié au monde. Les idées et les expériences qui fleurissent à tel ou tel endroit peuvent se reproduire en s'adaptant à tel ou tel territoire. Il y a plein de gens qui expérimentent des alternatives au niveau local, qui vont créer des monnaies solidaires, qui vont créer des expériences de recyclage de rue, que ce soit au Brésil avec les catadores sur lesquels on a fait un documentaire par exemple, ou en France avec les bifins qu'on a invités pour participer à la projection et pour débattre suite à la projection de ce documentaire. Le mouvement des alternatives, ça a été un refuge face à l'impossibilité de peser politiquement et de peser à l'échelle globale en fait. Notamment depuis 2009 et Copenhague, vous savez, la conférence climat ratée. Énormément de mouvements qui, face à notre volonté, à notre persistance à vouloir construire un mouvement global pour la justice climatique, nous ont dit, nous c'est terminé en fait, le global, le mondial, les forums sociaux, les campagnes internationales et tout ça. Ce qu'on arrive à faire, et là où on a une valeur ajoutée, c'est chez nous. La multiplication des alternatives sur le terrain, elle prépare une prise de conscience globale, mais à condition qu'on accompagne les actions de terrain par une explication politique. À l'échelle municipale, on peut poser à la fois la question de l'expérimentation et la question de la transformation des politiques publiques. Il y a des municipalités qui sont en demande de ça, qui pensent la question de la reconstruction démocratique en associant les acteurs de terrain. En Italie, il y a des villes qui réfléchissent sur des trucs aussi très intéressants, par exemple, qui ont un foncier colossal inutilisé dans des espaces de désertion, d'exode rural, et qui réfléchissent à l'échelle municipale pour redonner ce foncier à des migrants. Qui eux ont des savoir-faire, peuvent faire des familles, voilà, et redynamiser du coup avec les services publics, la vie locale. Une stratégie, c'est la manière de lier la réponse à l'urgence avec la construction d'une alternative. Parce qu'on sait bien que répondre à l'urgence ne suffit pas pour changer le monde. Au moment du Forum social mondial de Belém, le mouvement intermondialiste était un peu confronté à la suite de la crise de 2008 et notamment de l'idée que c'était quand même une crise du néolibéralisme, peut-être même du capitalisme. Bon, et donc il fallait définir une stratégie par rapport à ça. Et cette stratégie a été définie en reliant, en articulant, disons, la réponse à l'urgence avec la définition des nouveaux projets. C'est là qu'on a défini un projet qu'on a appelé la transition écologique, sociale et démocratique. La transition, ça voulait dire qu'il fallait construire un mouvement qui n'attendait pas une prise du pouvoir d'État pour pouvoir faire autre chose, mais qu'il fallait tout de suite commencer à construire des alternatives à toutes les échelles, locales, nationales, mondiales, etc. Que le cloisonnement société civile politique est aussi une erreur dans laquelle on s'est enfermé en considérant que tout ce qui était le politique c'était pas bien et que nous les citoyens et la société civile on était bien entendu la quintessence du bien et qu'il fallait s'affronter en fait et qu'il n'y avait aucune négociation et aucune alliance à passer. Il faut aller dans les lieux de pouvoir pour faire du plaidoyer, pour faire de la contre-organisation. À l'ONU, en tout cas, on a fait passer des idées sur l'importance de l'économie sociale et solidaire.
Là où on pense que la solidarité internationale a un sens, c'est en permettant à ces acteurs-là, qui vont porter des alternatives sur des territoires très éloignés, de se lier, de partager leur lutte et de comprendre aussi qu'ils ont des combats communs et des combats globaux communs et qu'il y a aussi des lieux où ils peuvent se rencontrer et où ils peuvent échanger entre eux, construire et essayer de faire changer le monde à partir de lieux de rencontre. On a évoqué une initiative du CCFD Terre Solidaire qui se passe dans le domaine de l'agroécologie et qui vise à mettre en lien des acteurs de l'agroécologie pour partager des bonnes pratiques. On a rassemblé 8 collectifs de copains dans 8 villes d'Europe. On a fait venir 5 défenseurs amérindiens qui se battent contre le projet de pipeline à Standing Rock et qui sont venus en Europe se battre contre les banques européennes qui financent ces projets-là. En bossant chacun sur notre aspect local mais en nous connectant les uns les autres, et typiquement c'est comme ça qu'on arrivera aussi à percer de façon plus générale. Il faut que la vision transformatrice soit elle-même désirable et plus ambitieuse. Tant qu'on se borne à être dans la critique du néolibéralisme, par exemple, il n'y a pas une énergie suffisante. C'est aussi ce que, par exemple, lors des États généraux de l'économie sociale et solidaire, on avait appelé la stratégie du rêve, c'est-à-dire le fait que le R de la résistance, s'articulant avec le V de la vision transformatrice, mais qui doit oser son ambition, et pour moi, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'ambition, c'est celle de la citoyenneté de chaque être humain comme membre du peuple de la Terre. Pour nous, citoyenneté universelle, ça n'a rien à voir avec tout le monde est pareil, partout où qu'il soit en fait. La citoyenneté universelle, ça signifie que, en revanche, chacun dispose, où qu'il soit, d'un socle de droits fondamentaux qui sont inaliénables, et y compris d'un droit politique à exercer sa qualité de citoyen, quel que soit le territoire où il réside. Et ça ne nie absolument pas les diversités, les différences, le dissensus. Un projet qui est ressorti, dont on a beaucoup parlé, c'est celui d'une plateforme web des alternatives. Et concrètement, ça se présenterait sous la forme d'une cartographie des alternatives, avec tout ce qui existe sur le territoire, lié à un annuaire de contact, pour que n'importe qui puisse contacter la map à côté de chez soi. On a beaucoup de plateformes qui font le travail un peu chacun dans leur coin. Notre objectif, c'est aucunement de remplacer tout ça, mais au contraire de les fédérer. Je trouve qu'au niveau français et au niveau européen, ça manque. Un espace comme ça qui permet de rassembler des acteurs de toutes les transitions. Il y a des choses qui pourraient être renforcées, qui pourraient être créées pour sortir des logiques de silos et de chacun sa thématique. Une question qui a suscité énormément de réactions et moi que je suis très contente d'entendre ici, c'était comment sortir de l'entre-soi. Et ça a fait énormément réagir, donc il y a des pistes de solutions et des interrogations, etc. Il y a une volonté pour le CRIC dès 2018 de réinventer un grand temps fort de mobilisation avec ces acteurs de la solidarité internationale, ces acteurs des transitions, ces acteurs des mouvements sociaux. Il y a plein de choses à construire. On a passé beaucoup de temps à déconstruire, à critiquer nos modèles économiques, etc. Et là, c'est peut-être le temps de la construction, de peut-être laisser vivre des utopies. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de par les discours politiques et parfois médiatiques, de l'opacité qui peut émaner de ces milieux-là, c'est faux. Tout le monde peut agir, tout le monde peut faire quelque chose et tout le monde a un pouvoir.